Ça prouve que c'est des femmes qui ont un amour absolument fou et qui savent sacrifier leur vie pour ces hommes-là qu'elles aiment à fond. Je sais pas, elles sont peut-être attirées par les trucs que gangsters ramènent, on verra. Si c'est l'amour qui les guide, bah tant mieux pour elles, quoi. Moi, je sais que ça me branche pas des masses. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage et de tolérance pour accepter une telle situation, je pense. Bah, si ça rapporte, tant mieux. Je n'ai aucun jugement et j'estime que c'est leur choix. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Chantal et Elisabeth. Toutes les deux sont tombées amoureuses d'un gangster. Elles ont décidé de partager leur vie et parfois même de les suivre en cavale, et c'est leur choix. Nous entendrons au cours de cette émission la fille de Chantal, Cécile, qui nous dira si elle a eu une vie de famille comme les autres. Et puis, nous recevrons également Bruno. Bruno, le fils de l'ancien ennemi public numéro 1, Jacques Messrine. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir chaleureusement nos deux premières invitées, Chantal et Elisabeth. Elisabeth, Chantal, bonjour. Merci de témoigner aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de vivre avec un hors-la-loi ? Moi, quand je l'ai connu, j'avais 18 ans. Il en avait 20. Bon, on s'est connus dans une discothèque, comme plein de jeunes le font actuellement. Et il m'avait dit qu'il travaillait dans l'immobilier. Donc pour moi, c'était un acquis. Je n'ai pas cherché à savoir s'il faisait autre chose. Et vous n'avez pas eu de signe ? Ah non, aucun. Avant-coureur, aucun. Et puis il n'avait pas le look du tout de... Enfin bon, je ne savais même pas ce que c'était que le look d'un voyou ou d'un gangster. Il avait un look d'agent immobilier, donc. Il avait un look normal de jeune de son âge. Il avait des signes extérieurs de richesse ? Oui. Mais comme moi, je suis née dans un milieu assez aisé, c'est quelque chose qui ne me préoccupait pas et qui ne m'étonnait pas. Alors comment est-ce que vous avez appris que cet agent immobilier séduisant était à Paris, c'est vrai que dans les discothèques on allait, on l'appelait le prince. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'allure, malgré son jeune âge, il avait que 20 ans. C'était quelqu'un de très généreux. Et puis, le 27 février 1975, j'ai eu un coup de fil à la maison, puisque j'habite encore chez mes parents à l'époque. Et il m'a dit, voilà, je te téléphone pour te dire adieu. Je viens de faire une banque. Alain est mort, puisqu'il y a eu un mort dans l'histoire du hold-up. Je te téléphone pour dire que je t'aime et que tu es la seule personne à part ma mère à qui j'ai téléphoné. Alors là, moi, je suis tombée des nues. Alors, Elisabeth, on va dire qui était cet homme. Cet homme, c'était Bada. Mohamed Badawi, qui est un des créateurs du fameux gang des postiches qui a tenu en haleine la police en région parisienne de 81 à 86 en multipliant les braquages. C'est quelqu'un qui est vraiment resté dans les annales judiciaires et donc c'est au cours d'un braquage qui a mal tourné qu'il vous a appelé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et comment vous avez réagi? C'est comme si on m'annonçait que les Martiens avaient débarqué, c'est pareil. Pour moi, ça faisait partie d'un autre monde, ça ne faisait pas partie de mon monde, je n'avais pas été élevée comme ça. Donc, quand il m'a annoncé ça, j'ai voulu le dire à mon père qui regardait les actualités en même temps que moi. Et au moment où j'ai voulu lui dire, mon père a dit « des gens comme ça, il faudrait les pendre », alors j'ai rien dit. Et puis, je me suis rendue place de la République, donc là où avait eu lieu à Paris, le hold-up, et j'étais parmi les badauds. Il vous a vu? Ah non, il était dans la banque. Il était dans la banque? Ouais. Et quand il est sorti? Je ne sais pas, parce qu'à 2 h du matin, on leur a donné une voiture. Ils ont pris des otages, ils se sont enfuis, et moi, je suis rentrée chez moi. Et je n'ai pas pu dormir, bien sûr, j'ai écouté la radio. Et à 4 h du matin, il m'a appelée donc, chez mes parents, puisque l'appartement est grand, donc on a un peu chacun notre territoire. Et il m'a dit, voilà, on a laissé les otages porte-maillot, on ne sait plus où aller, est-ce qu'on peut venir chez toi? Et moi, je lui dis, mais bien sûr. Attendez, vous avez fait le choix, à ce moment-là? C'était même pas un choix, c'était le cri du cœur, c'était normal. Je l'aimais. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme? De 18 ans, d'abord, on est jeune. Moi, je venais d'un milieu très protégé. Moi, les gangsters, je ne sais pas que ça existait. Ou alors dans les films.
Donc, il ne se passe rien. Simplement, pour moi, cet homme, c'était le prince charmant. Donc, quand il m'a demandé après de partir avec lui, j'ai dit oui. Mais tellement innocente que je suis partie avec une petite valise comme ça et j'ai mis un jean, une paire de chaussettes et je partais pour une semaine, moi. Et je suis partie 2 ans. Donc, alors, vous êtes parti avec lui? Bah, il m'a proposé, on était dans l'appartement de chez mes parents, et puis il m'a dit, ben voilà, tu fais un choix, ou je reviens te chercher dans 5-10 ans, ou tu viens avec moi. Alors moi, 5-10 ans, c'est pas possible. Ben, j'ai dit, je viens avec toi. Mais attendez, c'était une prise d'otage. Vous l'avez dit, il y a eu un mort. Vous avez vu cet homme à la télévision. C'est quelque chose de choquant pour les téléspectateurs, et encore plus pour vous qui l'aviez appris à ce moment-là. Tout à fait. Vous n'avez pas hésité une seconde? Non. Je ne l'associais pas du tout à ce qui venait de se passer. Pas du tout. Et quelque part, ça vous a fasciné? Non, pas du tout. Alors, c'était quoi l'image que vous aviez de lui? Mon prince charmant. C'est ça? Est-ce qu'à ce moment-là, vous lui en avez voulu de ne pas vous l'avoir dit avant? Non. Même pas? Non. J'étais en admiration devant cet homme. C'est vrai? Et malgré ce qu'il était en train de faire? Parce que je connaissais le personnage au plus profond de lui-même. Mais vous vous êtes pas dit, il m'a bien eu quand même, il m'a menti, il aurait pu avoir confiance en moi et me le dire. Non. Ça faisait combien de temps que vous le connaissiez? J'ai jamais songé à ça. C'est vrai? Ça faisait combien de temps que vous le connaissiez? 6 mois. 6 mois? Et alors, racontez-nous un petit peu la cavale, comment ça s'est passé? Parce qu'après, il faut le prendre, le petit sac, justement. Ben après, oui. Donc, quand il m'a demandé si je voulais partir avec lui, j'ai dit oui. Donc, j'ai pris mon petit sac, mon petit baluchon. Et c'est là qu'a commencé la grande cavale. On est resté planqué à Paris d'abord quelques temps. Après, on est parti pour Madrid, Algeciras. Algeciras, on a pris le bateau pour Tanger. Et on s'est planqué pendant 2 ans au Maroc, à Moabedia, à côté de Casablanca. Voilà. Et là, comment ça s'est passé? Vous aviez des contacts avec vos parents? Très peu, non, pratiquement pas. Non. Et 2 ans de planque, quand on est une fille issue d'un milieu aisé, comme vous nous l'avez dit, comment on vit ça? Bon, c'était pas... C'était l'aventure? Non, même pas, puisqu'on vivait enfermés. On vivait enfermés, on vivait cloîtrés, donc... eux, ils avaient surtout... Bon, lui, il avait surtout peur. Moi, j'étais assez inconsciente, parce qu'un jour, il m'a demandé de me teindre les cheveux en brune. Et j'ai dit, moi, me teindre les cheveux, jamais de la vie. Si tu veux, je fais un henné. Je suis sortie rousse poil de carotte. Et c'était encore plus voyant qu'autre chose, quoi. J'étais très inconsciente quand j'étais jeune. C'est pas comme les jeunes de maintenant. Ça n'a rien à voir. Il faut penser qu'il y a plus de 20 ans de ça. J'ai 43 ans. Donc... c'est pas la même jeunesse. Les jeunes maintenant sont beaucoup plus dégourdis, plus avertis. C'est pas pareil. Oui, bonjour, je m'appelle Stéphanie. J'aurais voulu poser une question à Elisabeth. Avez-vous déjà eu peur de votre mari? Jamais. Même pas un instant, sachant les révélations qu'il vous avait faites? Ah, mais lui, il m'a fait aucune révélation. Moi, j'ai appris ça par la radio, par les médias, mais on parlait pas de ça, nous deux. Et ça s'est fini comment? Ça s'est fini très mal, par contre. C'est-à-dire? Eh bien, donc, au bout de 2 ans d'enfermement pratiquement au Maroc, on a voulu partir pour la Grèce parce que ça semblait un petit peu dangereux de rester au Maroc. Donc, à la frontière grecque, moi, je me suis fait arrêter. Eux, ils ont pu tous partir. Et au bout de 2 heures d'interrogatoire, il y avait des policiers en civil. On m'a relâchée. Et je me suis retrouvée donc à l'aéroport d'Athènes sans argent, sans papier, sans valise, sans rien. Et j'ai décidé, pour sauver l'homme que j'aimais, de rester 3 mois toute seule à Athènes. Et vous avez vécu comment? C'était très dur, très très dur. Bonjour, je m'appelle Romuald. J'ai une question, mais pour vous deux. Est-ce qu'une femme de brigand, non pas de brigand, je ne sais pas exactement comment vous appelez vos compagnons. Que vous voulez, ça n'a pas d'importance. De gangster, ouais. Est-ce qu'on a des cadeaux? Est-ce qu'on a plus de cadeaux qu'avec un homme normal ou... Parce que bon, si... je sais pas, c'était prévu dans le contrat, c'est ça? Non. En fait, l'idée, je pense que ce que ce jeune homme veut dire, c'est qu'est-ce qui vous a séduit, en fait? Ah, est-ce qu'on a été séduite, le fait d'être gâté, c'est ça? Oui, quand on est un gangster, justement, il y a de l'argent en jeu, il y a une vie plus facile. Enfin, moi, je ne sais pas pour... on n'a pas du tout le même parcours, donc... Oui, toutes les deux. Moi, je sais que j'avais 18 ans, il en avait 20, il n'avait pas besoin de me faire des cadeaux. Hein. Juste un mot avant de revenir sur l'histoire de Chantal.
Dans quelles circonstances avez-vous revu, entre guillemets, Bada? Mais Bada, moi, après, donc c'est 3 mois d'enfer en Grèce, parce que pour moi, ça a été 3 mois d'enfer, parce que quand je suis revenue de la Grèce, j'ai dû passer par des soins psychiatriques, puisque j'étais très pure à cet âge-là. 18-20 ans, j'étais quelqu'un de très pur et très innocent, et il y a des gens qui ont abusé de cette innocence en Grèce, donc. Et qui ont abusé. J'ai rencontré des vieux monsieur qui essayaient de me mettre dans leur lit, quoi, c'est tout. Donc en fait, vous êtes en train de me dire que moi, j'ai par voulu amour rester... pour cet homme, vous avez été très loin. Je me suis sacrifiée pour lui, tout à fait. Donc en fait, Bada, vous ne l'avez jamais revu. Il vous avait dit, je reviens te chercher dans 5 ans. Et vous ne l'avez jamais revu. Il est mort au bout de 4 ans. J'ai appris sa mort par la radio. Il s'est fait en fait tuer par un policier de la DST. Oui, lors d'une vérification d'identité à Paris. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes loin de toute cette vie? Complètement. Est-ce que... Maintenant, je suis maman. D'abord, est-ce que vous regrettez? Non. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui retomber amoureuse d'un gangster? Je préférerais pas. Quitte à choisir, je préférerais pas. Enfin, est-ce que ça se choisit vraiment? Mais pourquoi? Parce que vous ne regrettez pas. Non, mais peut-être que moi, maintenant j'ai une fille, donc les choses sont différentes. Et pour ma fille, il est hors de question que... Voilà. Alors justement, Chantal, vous avez des enfants avec Georges Courtois. Vous êtes fiancée à Georges depuis, on peut dire, 35 ans. Georges, c'est une figure, on peut dire, du milieu nantais. Et c'est quelqu'un qui a défrayé la chronique en 1985 en prenant en otage toute la cour d'assises de Nantes lors de son procès. Un procès qui a été entièrement filmé à la télévision. Il a même fait une interview devant les caméras de France 3 Nantes à l'époque. Procès extrêmement médiatisé et qui s'est soldé par la première intervention des fameux policiers du RAID qui venaient d'être créés cette année-là. Vous avez des enfants. Est-ce que vous n'avez jamais essayé, puisque vous saviez que Georges Courtois était un gangster, est-ce que vos enfants et vous n'avez jamais réussi à le faire changer de vie? Non, puisque lui, il a un parcours spécial. C'est-à-dire depuis qu'il est petit, il a connu les maisons de correction, la prison très tôt, puisqu'il avait 14 ans. Moi, je l'ai rencontré, il en avait 20. Il en a 52 maintenant. Et c'était plus possible. C'est plus possible pour lui de sortir de ces rails-là. Et par contre, j'ai toujours, moi, refusé cette vie de gangster. Vous ne seriez pas parti en cavale avec lui? Jamais? Je ne sais pas, ça c'est pas... Bon, on a une autre fille quand même, enfin une fille déjà, on a 3 enfants, mais on a une autre fille déjà. Et il fallait que je la protège. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si je serais partie en cavale, s'il y avait eu besoin de partir en cavale, si je l'aurais fait ou pas. Mais vous avez vécu combien de temps ensemble? Pour combien de temps de prison? Alors, combien de temps en prison? Pour lui, il fera son calcul, mais ça doit être entre 25 et 30 ans. Et en vie commune? En vie commune, on a à peu près 5 années. En mettant 1 an et demi là, 2 mois là, 8 jours là. 5 ans sur 25 ans? Oui, oui. Vous n'avez jamais eu envie de lui dire « Georges, arrête ». Si, je lui ai toujours dit « Georges, arrête ». Et vous a jamais goûté? Ben, je crois qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il a fait non, il n'a pas le choix. Mais vous aviez le choix de le quitter? Oui, oui. Mais, et vous l'avez jamais fait? Non. Et pourquoi? Non. Je ne sais pas ce que fait votre ami ou votre mari, s'il est... Bon, mais c'est lui. Le mien, il est bandit, c'est pas pour ça que je vais le quitter, quand même, c'est pas une raison suffisante. C'était l'homme... C'est pas une raison suffisante? Non, c'est pas une raison suffisante pour le quitter, certainement pas. Mais il aurait pu... Il a 25 ans de prison, multiples condamnations pour... on peut le dire, des vols. Oui, des banques, des choses comme ça. Oui. Il aurait pu aller jusqu'à tuer. Vous n'avez jamais craint? Non, pas lui, non. Et non. La jeune fille qui demandait si nos maris ne nous ont jamais fait peur, mon mari n'a jamais donné une claque à un de ses enfants. C'est quelqu'un de très gentil, donc on n'a pas de raison d'avoir plus peur d'eux que c'est pas parce qu'ils vont braquer une banque. Et vos entourages, à toutes les deux, comment vous nous avez dit que votre père était opposé, enfin avait réagi quand il y avait eu cette prise d'otage. Vous, Chantal, est-ce que votre entourage était hostile à cette liaison, puis après cette vie commune? J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré.
Au premier article qui est passé sur lui dans le journal, ma mère m'a dit « Regarde qui tu fréquentes ». Enfin bon, ça s'est très très mal passé. Si bien j'ai fait ma petite valise, moi aussi. Hein. Et puis je l'ai suivi, on est parti, quoi. Bonjour, je m'appelle Myriam et j'aimerais savoir si vous craignez pas que vos enfants deviennent aussi comme votre mari, en fait. Écoutez, j'ai une fille, l'aînée a 30 ans, on a un fils de 27 ans. La petite dernière, vous allez la voir tout à l'heure, elle a 17 ans. Ils se portent très bien, ils ne sont pas délinquants, non, sans problème. Alors on va entendre tout à l'heure votre fille Cécile qui a tenu à témoigner et elle nous dira pourquoi. Mais tout de suite, on va accueillir votre mari, Georges Courtois. Georges. Georges, bonjour. On voit les tatouages là, hein, qui ont séduit. C'était déjà comme ça quand il avait 20 ans, donc je ne pouvais pas me tromper. Hein, Par amour pour votre femme, vous n'avez jamais tenté de raccrocher. Ça vous fait rire? Non, je dis la grande question. Jamais tenté de raccrocher? En réalité, c'est pas comme ça que la question se pose. C'est quelqu'un qui est plombier, il n'arrête pas d'être plombier parce qu'il rencontre une femme, quoi. Mais attendez, Georges, c'est pas un métier comme un autre, ce que vous faisiez. Absolument, si, parce que dès lors que vous l'avez commencé, on va dire, quasiment au berceau, c'est quand même un problème grave, quoi. Quand vous arrivez à 20 ans, vous avez... Enfin, moi, j'ai été voleur, quoi, voilà, hein, comme d'autres sont menuisiers, ou enfin, je sais pas, et je trouvais que c'était pas mal, finalement, et voilà. Et puis, j'ai donc même pas... Non, j'ai pas envisagé ça aurait pu quand les enfants sont arrivés, mais en fait, pas du tout. Et puis, j'ai été condamné, bon, sévèrement, une première fois, pas une première fois, mais enfin, sévèrement à 12 ans de réclusion criminelle. Bon, c'est quand même beaucoup. Et quand j'en suis sorti, ma femme m'a mis le marché en main. Elle m'a dit, bon, écoute, ou tu laisses tes calibres où ils sont, ou alors, on se sépare. Et ben, je suis parti, quoi. J'ai emmené mon petit sac avec moi. Ah bah décidément, il y a beaucoup de petits sacs dans cette histoire. Et moi, j'avais et alors comment un jean et non. Comment vous avez réagi, Chantal, quand il est parti? Eh bien, avant qu'il ne parte, déjà, on en a beaucoup parlé. Et bon, il avait essayé, c'est une période qui a duré 1 an et demi, quand même, de vie commune, où Cécile est née pendant cette période-là. Et on en a beaucoup parlé. Il avait essayé de travailler, essayé d'avoir une autre vie. Et c'était pas possible, quoi. Pour lui, c'était pas possible. Réfractaire au travail. Ah oui, d'ailleurs, il y a la médecine du travail, hein, donc c'est sûrement une maladie. Hein. Je précise naturellement que vous avez purgé toutes vos peines. Bah là, je suis sorti il y a 2 ans, j'ai fait 14 ans, 14 ans, parce que bon, pour cette histoire en question, des palais de justice, j'ai été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Bonjour, je m'appelle Claire Isabelle. Je voulais justement savoir, quand on a passé donc autant de temps en prison, qu'on a été séparés donc aussi longtemps de sa famille, quand on ressort justement, c'est pas, on n'a pas envie de dire bon, je laisse tout tomber, je veux rester auprès de ma femme, ou alors c'est vraiment dans le sang, j'allais dire vraiment dans le sang. Non, parce que le problème, c'est que c'est une séparation, bien entendu, mais en fait, c'est pas une séparation réelle, puisque on se voit quand même assez régulièrement. Moi, je suis sorti en permission pendant 2 ans. En fait, non, mais ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de votre vie, à la limite. La prison, les séparations, probablement les retrouvailles, etc. Moi, vous savez, un jour, on m'a demandé si ça m'étonnait de me réveiller dans une cellule de prison, dans le lit d'une cellule d'une prison. Et j'ai répondu qu'en fait, ce qui m'étonnait, c'était de me réveiller chez moi après 6 heures du matin, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire vous êtes un peu étonné d'être toujours là, puisque vous savez que de toute façon, ils vont venir vous lever un jour ou l'autre, quoi. Dites-moi, Chantal, vous êtes infirmière? Je suis aide-soignante. Aide-soignante, un métier que vous avez exercé tout au long de ces années de prison, de méfaits. Comment est-ce que vous avez fait pour séparer votre vie, vous, et comment vous avez fait, Georges, pour ne pas la mêler à vos activités? C'est-à-dire... Chantal. Ben, je crois que c'est pas vraiment séparé. C'est-à-dire que depuis le début, c'était clair, il ne changerait pas, et moi, j'accepterais pas, je ne vivrais pas avec la peur, avec le risque qu'on enlève les enfants, etc. Vous dites, OK, ça s'est passé comme ça, mais qu'est-ce que vous disiez à vos voisines? Enfin, je ne sais pas comment on vit quand... Ben, c'est comme ça, il n'y a pas de secret, j'ai jamais rien caché, ni à mes enfants, ni...
Mais, les enfants sont toujours allés voir leur père au parloir. Et c'est comme ça. Papa, il est bandit et papa, il est bandit. Et... Alors justement, Cécile va nous dire, parce que je disais tout à l'heure qu'elle est là sur le plateau, vous avez 3 enfants. C'est la dernière. La dernière. Eh bien, elle va nous dire un petit peu comment elle a vécu cette vie de famille pas très ordinaire, il faut bien dire. Je vous propose d'accueillir tout de suite Cécile. Cécile, bonjour. Vous avez donc 17 ans. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez voulu témoigner aujourd'hui? Parce que je pense que c'est important de pouvoir aussi avoir le point de vue des enfants de gangsters. Parce que c'est vrai qu'avoir une vie comme ma mère a eu, c'est pas évident. Mais de notre point de vue aussi, nous, des enfants, c'est pas toujours facile parce que voilà, quand mes copains ils me racontaient leur journée, j'ai vu mon papa, moi, j'avais pas mon papa à la maison. Donc, vous leur disiez que votre papa était derrière les barreaux? Oui, j'ai des copines qui l'ont écrit pendant des années et tout. Hein. Attendez, c'est extraordinaire. C'est un héros? Non, c'était pas un héros, mais comme son histoire était très connue et tout ça, et puis qu'en plus, moi, j'avais pas honte de ça, j'en parlais tout à fait normalement. Et ben voilà, elles l'ont connu à travers moi et elles ont eu envie de le connaître un peu plus en lui écrivant. Est-ce que tout de même ça a suscité dans votre entourage, à l'école ou parmi vos amis, des réactions d'hostilité, voire de peur, de crainte? Mes amis, non. Les profs, certains, ouais. Au les collège profs, surtout. Oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous disait? Un exemple, celui qui me reste en tête, c'était un cours d'éducation civique. On faisait un cours sur le vote. Et moi, j'aime pas du tout l'éducation civique, tout ça. Et le vote. Pas en instruction civique, le vote. C'est avec son sens de la répartie qui vous a séduite, Chantal. Peut-être aussi, oui. Ouais, donc, cours d'éducation civique. Et ce jour-là, j'ai décidé de participer. Et donc, je lève la main et je demande à ma prof dans quelles conditions on pouvait voter. Elle me dit, il faut être majeur, être inscrit sur les listes électorales et avoir un casier judiciaire vierge. Et elle a rajouté, c'est pour ça que ton père n'a pas pu voter cette année, Cécile. Et alors? Et alors, c'était au moment des présidentielles. Donc, le lendemain, j'ai demandé à maman. Elle m'a dit, c'est pas vrai, il faut être déchu de ses droits civiques. Et donc, comme elle était au courant de rien, parce que je suppose que bon, elle connaît rien à tout ça, enfin la prison, du moins, je m'entends. Bah, c'est-à-dire qu'a priori, c'est pas un milieu qu'on connaît facilement. Voilà. Et le lendemain, en début de cours, j'ai levé la main. Elle m'a dit oui, je voudrais faire une rectification pour mes camarades parce que je tiens pas à ce qu'ils meurent idiots. Je voudrais vous dire que il faut pas d'avoir un casier judiciaire vierge, mais être déchu de ses droits civiques. Elle me dit ah bon, et tu t'es renseigné auprès de qui? J'ai auprès de mon père, il a voté Jospin. Voilà. Ah bah comme ça, c'est clair, Monsieur Jospin appréciera d'avoir pour voir. Oui, bonjour, c'est Alain. J'aurais aimé avoir une question. Donc, nous sommes en France, donc la peine de mort n'est pas applicable. Si la peine de mort était applicable en France, est-ce que ça vous aurait incité ça vous aurait dissuadé à avoir cette vie, ou alors aucunement? Vous savez, j'ai exercé 15 ans quand il y avait la peine de mort qui fonctionnait bien. Sinon, non, ça ne m'a pas impressionné autrement. Par exemple, lors d'un braquage, donc qu'une non, personne décède... Ouais, mais vous savez, ça c'est un faux discours. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui fait quelque chose, moi je ne vais pas rentrer dans la banque en disant ils vont me mettre 20 ans de prison, sinon je reste couché, quoi. Bien sûr, bon. Mais c'est un métier à risque. Non, mais la peine de mort, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait quelque chose qui va le faire être condamné à mort, il part pas en disant je vais faire ça et je vais être condamné à mort. Non, mais c'est des choses, ça, c'est des discours. Je voudrais bien qu'on précise quand même que c'est pas un métier et que ça donne pas des idées aux téléspectateurs en se disant super, on va tous faire le même métier demain. Hein. Bon, Chantal, puisque vous avez commis ces actes avant 81, donc à l'époque où la peine de mort était justement encore appliquée, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensiez? Non, parce que Georges n'est pas, j'ose pas dire un violent, étant donné qu'il a braqué des banques, hein, mais c'est quelqu'un qui est incapable de faire du mal. Donc, j'ai jamais eu aucun... Non, mais enfin, ceci étant dit, il est certain que lors d'une opération quelconque, il peut arriver quelque chose qu'on contrôle plus ou moins bien, et qui fait qu'effectivement, j'aurais pu, c'était pas mon intention, mais j'aurais pu mettre une balle dans la tête de quelqu'un, y compris à cette époque-là, et effectivement, me trouver confronté au problème éventuel de la peine de mort ou de la réclusion criminelle à perpétuité, enfin, je sais pas, moi. Cécile, quand vous entendez votre père dire justement « j'aurais pu mettre une balle dans la tête de quelqu'un », ça vous fait quoi? Je le crois pas.
Non, je ne dis pas que je l'aurais fait, mais puis je dis qu'il y a une situation donnée qui aurait pu faire que... Cécile, hein, dites-moi un petit peu, vous avez dit tout à l'heure que c'était dur pour votre maman. C'était dur pourquoi? Bah parce que ça va être, enfin, c'est facile pour personne d'avoir la personne qu'on aime loin de soi et de devoir vivre à travers des lettres seulement. Enfin, en fait, ils ont vécu ensemble parce qu'il était toujours omniprésent à la maison par les lettres, par les coups de fil, et puis parce qu'on en parlait tout le temps en famille, mais la présence physique n'était pas là. Et enfin, moi, je me vois pas vivre comme ça, quoi. Jamais. Jamais. Est-ce que vous avez compris que votre maman puisse rester tout le temps, malgré les disputes et les séparations avec votre papa? Ouais. Et il était comment quand il est sorti de prison? C'était bien, mais comme il avait vécu avec des hommes, enfin, dans un contexte masculin, pendant un grand moment, en fait, il s'adressait aux femmes comme il s'adressait aux hommes, c'est-à-dire pas toujours gentiment et avec un ton très... Ça a été dur, quoi. Est-ce que vous êtes fière d'eux? De mes parents? Oui. Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de si différent des autres parents? Vous qui n'avez vu pas tellement votre père au cours de votre enfance. Je l'ai vu quand même, mais bon, c'était assez... C'était 3 heures par-ci, 4 heures par-là, c'était pas... Voilà, quoi. Et qu'est-ce qu'ils avaient de plus que les autres parents? Ma mère, elle a du courage, je pense, parce qu'il fallait le faire. Et mon père, je pense qu'il a fait... Enfin, à mon sens, il a fait quelque chose que beaucoup de gens auraient aimé faire et ils n'ont pas osé le faire, quoi. Et moi, je suis contente que ce soit mon père qui l'ait fait. Voilà. Une sorte de héros, hein, c'est ce que je disais. Non, c'est pas un héros, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, quoi, il a su dire ce qu'il pensait à certaines personnes qui sont pourtant dures à atteindre, quoi. T'es un rebelle contre la société, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Alors, je voudrais qu'on entende l'avis de notre expert aujourd'hui, qui est Paul Salomon. Paul, bonjour. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « Les hommes se transforment » chez Albin Michel. Une réaction à ce que vous avez entendu, justement, tout de suite au propos de Cécile sur l'image de ses parents, le courage de sa mère et puis la fierté pour son père. Moi, je ressens d'abord l'émotion de Cécile, qui est grande, et je sens aussi que si elle admire le courage de sa mère, c'est parce qu'elle a aussi eu beaucoup de courage, parce qu'un père absent, c'est vrai que c'est très difficile dans une vie, et que peut-être elle a tendance parfois à oublier sa propre difficulté parce qu'elle regarde celle de sa mère. Et je voudrais dire aussi que ici, j'ai l'impression que les femmes sont un peu des héroïnes. Je ne sais pas si les hommes sont des héros. Ce qui est sûr, c'est que ces hommes se sont mis en marge. Ce sont des rebelles. Et c'est bien sûr qu'on peut considérer l'amour sous son côté le plus romantique, mais ce dont je suis sûre, c'est que ce choix ne s'est pas fait n'importe comment chez chacune de ces femmes. Il s'est fait à partir d'une dimension d'elle-même, souvent très intérieure, très, très secrète. On ne sait pas ce qui nous attire en fait chez l'autre, mais ce qui nous attire chez l'autre, c'est souvent une partie de soi qu'on a déjà en soi et qu'on n'a pas développée. Et aussi bien l'une que l'autre, vous étiez sans doute quand même des rebelles, mais pas forcément des rebelles matérialisés, c'est-à-dire vous n'étiez pas entrés en réaction contre votre milieu, mais votre attirance pour des hommes qui, eux, tenaient ce rôle correspondait à quelque chose de très précis chez chacune d'entre vous. Mais quel rôle jouent ces femmes, justement, par rapport à des hommes qui commettent ce type de méfaits dans la société? Elles nous ont dit toutes les deux, bon, pour vous, Elisabeth, c'est un peu différent, vous avez suivi votre amour en cavale, donc vous avez adhéré complètement. Chantal, c'est pas le cas, mais vous n'avez pas réussi à faire renoncer à votre mari. Quel rôle elles jouent, ces femmes? Non, mais il faut bien regarder qu'elles ne les voient pas à travers le filtre de la morale. Elles sont au-delà du bien et du mal, et c'est le propre de l'amour, c'est vrai. C'est-à-dire que ce qu'elles aiment en eux, c'est cette dimension hors norme. Hein, parce que Robin des Bois, est-ce que c'était un rebelle ou est-ce que c'était un sauveur? Est-ce que c'était un gangster ou est-ce que c'était un sauveur? Il y a toujours un moment où quelqu'un qui se place en marginalité, en dehors des choix communs, a aussi sa propre morale d'abord et puis une dignité. Et je crois que ces femmes sont amoureuses de la dignité qui habite ces hommes, même si c'est un choix complètement hors norme. Vous avez invité des femmes
qui, elles, ont pris, je dirais, une virilité personnelle à l'occasion de cette vie, parce qu'il vous a fallu développer beaucoup de, je dirais, moi, ce que j'appelle du masculin. Hein. Il a fallu que vous preniez toute la famille en main, il a fallu que vous éleviez les enfants seuls, il a fallu aussi, c'est comme un clan que vous avez formé envers et contre tout, ce qui montre bien que si on assume ses choix jusqu'au bout, on peut rester dans une certaine forme de dignité, car en nous tous, il y a un rebelle. Il y a un rebelle qui s'ignore, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous fascine dans la personne qui ose contrevenir aux lois sociales. En même temps, on se dit, pourvu qu'il n'aille pas trop loin. Merci Paul. Dans quelques instants, eh bien, nous allons recevoir Bruno. Bruno, c'est un nom particulièrement lourd à porter, puisque c'est le fils de Jacques Messrine. Il nous dira comment il a vécu justement les méfaits de son père. Nous le recevrons juste après nos appels à témoins, vous le savez. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez décidé de rester vierge avant le mariage, ou si vous avez fait ce choix et que vous l'avez finalement regretté, si vous aimez deux hommes à la fois et qu'ils sont au courant, ou si vous avez été victime d'un tel choix, enfin si vous êtes une mère possessive ou si vous avez souffert à cause d'une mère possessive, bref, si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez, contactez-nous au 01 53 84 31 11. Chantal et Elisabeth qui sont devenues femmes de gangsters par amour. Chantal est venue avec son mari et sa fille nous parler de sa vie de famille peu ordinaire. Nous allons maintenant recevoir Bruno Messrine qui, lui, n'a connu son père qu'au parloir. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Bruno, bonjour. Bonsoir, enfin bonjour. Oui. Bonjour, oui. Je suis décalé, moi. Vous avez 35 ans. Oui. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans l'histoire de Cécile? Enfin, moi, c'est un petit peu un mélange de tout ça, dans ces histoires-là. Mais bon, avec Cécile, effectivement, je suis proche sur plein de choses. Quand elle parle tout simplement d'un simple petit exemple que les camarades racontaient les histoires du papa le soir, etc., ce qui se passait, qu'elle dira qu'éternellement, il manquera toujours le papa à la maison, quoi. Ce qui est plus dur, c'est le décalage, en fait, avec les gens, quoi. Parce que de vivre sa propre vie, on n'a pas le choix, en fait. Hein. Je ne serais pas moi-même si je n'étais pas le fils de mon père. Elle ne serait pas elle-même si elle n'était pas la fille de son père. Et c'est quoi? C'est qui, justement, le fils de Jacques Messrine? Un magicien. Ça donne un magicien? C'est un hasard? Ah, est-ce que c'est un hasard? Non, je ne pense pas. Un jour, je me suis dit, autant faire rêver les gens, vu que la vie ne m'a pas fait beaucoup rêver, en fait. Donc, comme votre papa vous faisait rêver quand vous alliez le voir au parloir? Oui, c'est pas tellement là qu'il me faisait rêver, il me faisait plutôt rêver quand il s'évadait. Hein. Parce qu'au parloir... C'était dur, le parloir? Le parloir, c'est même pas dur, c'est l'horreur, hein, le parloir. Moi, j'ai connu des parloirs qu'elle n'a pas connus, heureusement, je crois. Hein. Les parloirs, ce qu'on pourrait dire mythiques, avec les vitres blindées entre son père et soi-même. Ça s'appelle pas des parloirs, en fait. On est devant son père et on ne peut pas le toucher. À la limite, je suis même plus marqué aujourd'hui que le premier jour, parce que le premier jour, au moins, j'étais content de voir mon père. Mais après, ça s'accumule, hein. Surtout dans le voir dans les conditions que je les ai vues, hein. C'est-à-dire, c'était les quartiers haute sécurité à l'époque. Moi, une visite sur 30 foutée à poil, c'est pas des conditions pour aller voir son père, quoi. Et justement, est-ce que vous n'en avez pas un peu voulu de ne pas avoir eu plus de temps, une autre vie, une autre enfance, et puis de le voir aujourd'hui encore? Ah ça, imaginez qu'il soit assis à côté de moi là, ça serait sympa. Mais non, la seule chose que je lui en aurais voulu en fait, c'est s'il n'avait pas été, ouais, ça aurait essayé d'employer des mots gentils, s'il n'avait pas été aussi fort que ce qu'il a été fort. C'est-à-dire si ça avait été en plus un truand qui a sacrifié, qui a fait autant de dégâts quelque part au niveau de la vie privée, au niveau personnel de sa famille, quoi, pour rien, ça aurait été dommage. Moi je crois que personnellement, il n'est pas... j'allais dire, il n'est pas mort pour rien. Il a rendu la carrière de certains journalistes pas mal aussi.
Il a rendu service à grand monde, hein, mine de rien. Bonjour, j'aurais voulu poser une question, Marie-Hélène, j'aurais voulu poser une question à monsieur. Toi, Georges? Oui, Georges. C'est l'interrogatoire, là. Oui. Attendez, on n'est pas au tribunal ici. On a parlé de beaucoup de choses, mais moi, aujourd'hui, je voudrais savoir, à part pourrir la vie à toute sa famille, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire, est-ce qu'il a un bien matériel acquis? Est-ce qu'il a quelque chose qui lui reste de tout son passé, de ses cavales, etc. Attendez, je crois que Georges n'a pas dit qu'il avait pourri la vie à sa famille. Je crois qu'ils sont venus nous dire justement que c'était plutôt le contraire. Mais quelque part, les pauvres, ils ont subi. Ils ont eu que le choix de subir. C'est peut-être pas le choix qu'ils auraient fait. Ouais, Chantal, bon, Cécile? Non, je suis pas d'accord. J'avais le choix de partir. J'ai pas eu seulement le choix de subir. Je pouvais partir. C'est pas la vie qu'une femme peut espérer. Écoutez, les gens qui sont mariés et qui ont une différence quelconque, un différend plus exactement sur tel ou tel problème, ils divorcent. Hein. La loi, moi, je ne suis pas pour la loi, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, il y a une loi qui existe. Non, mais je veux dire, personne n'est attaché. Moi, les menottes, c'est moi qui les avais, c'est pas elle, quoi, en fait. Hein. Mais moi, c'était les vrais. Non, mais si elle voulait partir, effectivement... Comment envisagez-vous la fin de votre vie? Est-ce que vous aurez une retraite? Madame, je suis un jeune retraité, effectivement, depuis 2 ans et demi maintenant, et ça va bien, quoi. C'est-à-dire que je me suis aperçu que, en fait, ça rendait pas riche, quoi, pas plus que le loto, vous savez. En réalité, c'est un leurre. Mais oui, mais il faut quand même... ce qui est dommage, c'est qu'il faille naviguer une trentaine d'années dans ce truc-là pour s'apercevoir qu'en fait, ça n'enrichit pas, quoi. Peut-être humainement, peut-être. Vous ne le recommandez absolument pas du tout aux gens qui nous écoutent? Ah, écoutez, moi, je ne suis pas un conseilleur. J'étais même pas un payeur, en fait. Je me faisais payer. Et non, mais chacun fait comme il veut. Non. Vous n'avez jamais eu peur ou envie de de suivre les traces de votre père? À la concurrence, la barre est haute. Hein. C'est-à-dire que, vous imaginez un peu, quoi, si, bon, des conneries, j'en ai fait, ça je peux vous assurer. Hein, j'aurais dû même tomber plusieurs fois, mais... Comme quoi ça peut servir à non, parce que les commissaires ont empêché ça. Hein. Je m'en suis bien sorti, je suis devenu pilote par la suite, comme quoi ils ont bien fait. Et après, voilà, rentrer là-dedans, ça voulait dire qu'il fallait que je fasse au moins aussi bien que lui, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, me faire arrêter pour un vol de mobilette, c'est quand même désagréable, parce que... Je sais pas si vous voyez, quoi. Moi, connaissant mon père, il redescend, il m'en faut une, quoi. Mm. Et là, il aurait raison, parce que... Non, tant qu'à faire... Non, et franchement, je crois que ça lui ferait vraiment pas plaisir. Chantal, si vos enfants avaient dû suivre le chemin de leur père, est-ce que ça vous aurait décidé à le quitter? À quitter leur père, non. À essayer de rattraper les enfants, oui. Et moi-même, je crois que je ne les aurais pas laissés faire, quoi. Parce que, parce que j'aurais été capable de leur expliquer quel va être le parcours, quoi. Parce qu'en fait, c'est une espèce de cercle vicieux, une dynamique comme ça, qui fait que quand ils mettent le pied dedans, moi je peux leur dire comment ça va finir. Donc il faut mieux qu'ils arrêtent tout de suite. Alors nous allons maintenant accueillir un ancien gangster qui a eu moins de chance que Georges avec les femmes. Je vous propose tout de suite d'accueillir Michel. Michel, bonjour. Bonjour. Vous avez 58 ans. Oui. Vous avez passé plus de 15 ans en prison. À peu près, oui. Pour braquage, faux monnayage, racket, proxénétisme et même, je continue, homicide volontaire. Allez-y, je l'ai écrit de toute façon. Pour lequel vous avez été d'ailleurs condamné à 10 ans de réclusion, peine que vous avez purgée. Vous venez d'écrire un livre donc avec votre frère qui est policier. C'est pour ça qu'il n'est pas venu, d'ailleurs. Ce livre s'intitule « Deux frères, flics et truands ». Vos femmes, pourquoi est-ce que ça s'est mal passé? Eh bien, c'était un choix de notre part. Enfin, quand j'ai pris 10 ans, ma première femme avec qui j'avais 3 enfants, j'avais une possibilité de m'en sortir avec la légitime défense. Alors donc, je lui ai dit, si je suis condamné à plusieurs années, à un nombre d'années, tu refais ta vie. C'était une femme qui aimait vivre. J'avais pas, c'est normal. Et quand j'ai pris 10 ans, on s'est concerté au parloir. Je lui ai dit, ma foi, tu me donnes des nouvelles des enfants.
Et puis refais ta vie, quoi. Voilà. C'est ce qu'elle a fait? C'est ce qu'elle a fait, bien sûr. Georges, vous n'avez jamais eu envie de dire ça à Chantal? Je ne lui ai pas dit parce que bon, je ne suis pas maso quand même, mais non, mais on en a parlé. Non, je lui ai dit. Enfin, ce sur quoi on était d'accord, c'est que, enfin voilà, c'est ce que je disais à la dame tout à l'heure. Il n'y a rien qui l'empêchait de dire bon, écoute, je m'en vais. Voilà. Bon, ça s'est pas fait, on en a parlé, bon, ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Non, Bruno parlait des parloirs tout à l'heure séparés avec les vides blindés. Moi, bon, ma femme les a connus, mes enfants aînés les ont connus. Et la petite que vous voyez là, elle avait 5 ans, il la faisait marcher pieds nus dans toute la prison pour venir me voir dans les sous-sols, quoi. Pendant 2 ans, hein. Moi, j'ai fait 6 ans et demi de quartier d'isolement, quoi. Et Michel, c'est ça qui vous a incité justement à dire à votre première femme... Attends. Disons que je laissais choisir. Et elle a fait son choix. J'avais rien à imposer puisque c'est moi qui étais enfermé. Et la deuxième, comment? La deuxième, c'est tout à fait différent. C'est une jeune femme qui était de 17 ans, ma cadette. C'est quand je suis sorti de mes 10 ans. Elle n'était pas du tout au courant de ma vie. Hein, disons que j'avais... Vous ne l'avez pas dit? Non, elle ne savait pas. Pour elle, j'étais marchand de voitures. Je mettais des jeux ça vous rappelle quelque chose, Elisabeth? Je mettais des jeux dans les bars, ce qui expliquait un petit peu mes sorties nocturnes. Hein, Et puis, elle ne cherchait pas. Elle était amoureuse, hein, alors elle ne cherchait pas. Elle ne cherchait pas à savoir. Et puis, ça... Non, puis... Alors donc, quand je suis tombé avec elle, bon, ça a été la surprise. Hein. En début, ça a été pour une histoire de fausse monnaie. Bon, bah, ça passait parce que la fausse monnaie, tout le monde aime bien. Hein. On m'en demande encore. On me dit, il t'en reste pas un ou deux. Même tous les gens qui sont dans mon entourage, même les gens qui se prétendent honnêtes, me disent, il t'en reste pas un ou deux. Non, j'en ai plus, c'est fini. Vous voyez. Mais quand est venue se greffer une affaire de proxénétisme, alors là, c'était trop fort pour elle. Elle est partie, quoi. Puis c'est normal. Je pense que c'est normal, tout à fait. Et vous ne lui en avez pas voulu? Non. Ah non. C'est facile Non, au contraire, je suis conscient de lui avoir pourri sa vie, quoi. J'ai été égoïste, hein, ça je le reconnais, je le dis d'ailleurs dans mon bouquin. Hein. Bonjour, je m'appelle Marianne et je voudrais poser une question aux femmes de gangsters. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie d'aller à un braquage avec votre mari? Par curiosité? Oui. Moi, j'ai pas, entre guillemets, les tripes pour aller faire un braquage, hein, quand même. Hein. Non, mais... Il y en a qui le font, hein, mais non, c'était pas mon truc. Moi, j'ai jamais eu envie d'y aller. J'étais pas tranquille quand il y allait et j'ai préféré lui laisser tout ça et surtout pas... Comment, est-ce que vous avez été ennuyée et peut-être arrêtée comme complice, recel de malfaiteur, Elisabeth? Oui, recel de criminel. Donc au départ, j'ai pris 2 ans ferme. Et puis, mon avocat fait appel, j'ai pris 1 an ferme, et après, j'ai eu un recours en grâce présidentielle et 50 mises à l'épreuve, 5 années de mise à l'épreuve. Donc, je n'ai pas fait de prison. J'ai acheté mon pyjama, mais j'ai... Dans le petit sac. Et vous, Chantal, vous n'avez jamais été ennuyée par la police? Jamais de descente, jamais... Non, enfin, quand je suis partie de chez mes parents à 17 ans, on était à plusieurs, on avait piqué une voiture pour venir à Paris. C'était beau. Hein? Et bon, ça m'a valu quand même quelques petits mois de prison. C'était les vacances administratives, donc j'aurais jamais dû y aller, mais j'y suis allée. J'ai connu un petit peu à toute vitesse Fresnes et La Roquette. Et puis ils m'ont remise dehors parce qu'ils n'avaient pas à me garder. Et depuis, après, malgré l'avis de Georges, je n'ai jamais eu la police à la maison. Mais je pense que ça s'explique aussi par mon refus de la vie qu'il entendait mener, notre séparation quand il allait travailler. Et d'autre part, quoi que ça ait pu lui rapporter, il n'y a jamais rien eu à la maison, il n'y a jamais eu... moi, j'ai toujours travaillé et on s'est contenté de ça avec les enfants. Bonjour, je m'appelle Abby et je voudrais savoir si vous regrettiez votre passé, en fait. Ce que vous avez fait. Jamais, non. Non? Ah non, Pas du tout. C'était magnifique, ouais, c'est bien. Ouais, c'était une vie, enfin, c'est-à-dire, c'est un peu ce qu'il disait Bruno tout à l'heure. Moi, je ne serais pas le même si j'avais pas vécu tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce que je serais? J'en sais rien, plombier. Oh là, là, on m'a menacé d'être plombier, ça m'a... Ah là, je me suis... Non, j'ai fui, hein, c'est bon. Oui, décidément, c'est une grosse pub pour les plombiers aujourd'hui. Michel nous a dit tout à l'heure qu'il avait écrit un livre avec son frère qui est policier. Est-ce que toutes les deux, vous n'avez jamais eu envie d'écrire vos mémoires? Moi, on m'a déjà demandé de le faire.
Maintenant, je travaille, ça manque de temps. J'ai un petit peu envie de le faire quand même, hein, parce que je crois que j'aurais pas mal de choses à dire. Et bon, j'ai mon travail, j'ai un mari qui est revenu et qui demande beaucoup de temps et de patience et d'énergie. Et puis voilà, donc, bon, depuis qu'il est sorti, donc il est libre, vraiment libre. Et moi, par mon travail, je me sens en prison. C'est-à-dire que ça me mange mon temps, mon énergie. Donc moi, je vais prendre là une retraite proportionnelle au temps travaillé. Et on va commencer à vivre. S'offrir des belles vacances. Elisabeth, vous avez envie d'écrire un jour l'histoire de votre vie et de votre cavale avec Bada? Moi, je l'ai écrite. Oui. Je l'ai écrite, alors maintenant, j'attends un éditeur. Ah. Écoutez, l'appel est lancé. Voilà. Merci en tout cas d'avoir témoigné, d'avoir été avec nous. Merci Cécile d'avoir dit à quel point vous étiez fière de votre papa et du courage de votre maman. Merci Bruno et bon tour de magie, de passe-passe. Merci à vous tous, merci à vous. Et à vous bien sûr de nous avoir suivis comme Jacques Lourd. À très bientôt. Demain, C'est mon choix laisse exceptionnellement la place au tennis. Nous nous retrouvons donc lundi et nous ferons la connaissance de Laura et Julien. Laura, 12 ans, et Julien, 14 ans, veulent tous les deux devenir célèbres et pourquoi pas des stars, c'est leur choix. À lundi, 13h50.